Bonjour. Voici un résumé de la spécialité qui est l'oncologie. Donc, au départ, définir quel spécialiste on va rencontrer dans ces dossiers-là. Donc, au niveau de la spécialité médicale, vous avez soit le titre oncologue ou hémato-oncologue qui s'occupe à la fois des cancers hématologiques, donc comme le dit le nom, exemple les leucémies, les myélomes multiples, et qui vont aussi, pour les autres types de cancers, prescrire les traitements de chimiothérapie lorsque le spécialiste, par exemple, le gynécologue ou l'urologue, dépendamment des types de cancers, n'est plus habilité, a plus la compétence pour faire ce genre de prescription-là et surtout le suivi qui va avec. Le radio-oncologue s'occupe des traitements de radiothérapie pour tous les types de cancers. Donc, c'est souvent deux spécialistes qui travaillent en étroite collaboration parce que souvent nos patients ont à la fois des traitements de chimio et à la fois des traitements de radiothérapie. Et vous avez le volet chirurgical où on a différents chirurgiens qui ont des spécialités en oncologie. Ce ne sont pas tous les chirurgiens qui en ont, mais il y en a qui ont vraiment poussé un peu plus loin leur spécialité pour être capable de mieux traiter les cancers à ce niveau-là. Donc, vous avez des gynécologues oncologues, donc qui vont traiter tous les cancers au niveau de l'utérus, au niveau des trompes, au niveau des ovaires. Donc, c'est vraiment plus à ce niveau-là. L'urologue, l'uro-oncologue, si vous préférez, qui lui va s'occuper du système urinaire puis du système génital masculin, le neurochirurgien ou le neuro-oncologue et ainsi de suite. Donc, dépendamment là, du titre au niveau chirurgical, accolez-y le terme oncologue puis vous êtes correct. C'est un mix là, qu'on voit quand même souvent dans nos dossiers. Aborder les cancers sans parler de nomenclature, ça se fait pas. Mais ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle. On en a parlé en médecine clinique 1, on en parle en médecine clinique 2, 3. Donc, c'est juste une suite logique. La nomenclature pour les cancers, elle est vieille. Donc, elle n'est pas parfaite. Puis elle ne sera jamais parce qu'on traîne des vieux termes. Donc, habituellement, on considère que les termes qui se terminent en ome, ce sont des tumeurs bénignes. Mais vous avez de ce côté-ci, du côté droit de la diapo, des exceptions. Et ceux que vous voyez en gras, ce sont les exceptions que vous devriez savoir par cœur. Donc, si on vous dit que le patient a un lymphome, automatiquement, vous devriez être capable de dire que c'est malin. Même chose pour mélanome qu'on a vu en dermatologie, les hépatomes dont on a parlé en gastro, les myélomes qu'on parle en hémato en médecine clinique 2, les mésothéliums, les plasmocytomes, excusez pour la prononciation, qu'on voit plus au niveau en hématologie, les séminomes qu'on va voir en uro, du séminome qu'on va voir en gynécologie. Donc, ça, ce sont des morphologies à savoir par cœur. Ça va vous faciliter la vie lorsque vous allez être en codification pour choisir le bon code de morphologie. Au niveau des termes que vous devez connaître, matose, qu'on a vu quand on a abordé, par exemple, la carcinomatose. Donc, matose veut dire multiple ou diffuse. Ça peut être accolé à un terme bénin ou ça peut être accolé à une morphologie qui est maligne. Si je parle une carcinomatose, c'est malin. C'est un signe de métastase. Donc, quand notre M va être égal à 1 dans notre TNM. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, souvent, souvent dans nos dossiers. Les angiomatoses, ça, c'est bénin. Si je vous avais dit un angiosarcomatose, là, ça aurait été malin. Donc, ce sont les mêmes morphologies qu'on va voir bénignes ou malignes, mais à laquelle on accole le terme matose pour dire qu'il y en a plusieurs. Les carcinomes, qui dérivent des cellules épithéliales, donc, c'est de là que provient le terme carcinome. C'est toujours, toujours malin, peu importe ce qu'on met devant ou après. Les sarcomes, qui dérivent des lignées de cellules mésenchymateuses, donc les angiosarcomes, les ostéosarcomes, ça c'est toujours, toujours, toujours malin. Les blastomes, qui peuvent être un ou l'autre, mais la plupart du temps, je vous dirais qu'ils sont malins, comme dans le neuroblastome qui est une tumeur maligne au niveau neurologique.
donc qui peut être très envahissante là, et se développer rapidement. Les blastomes ont tendance à avoir une bonne résistance au traitement de chimiothérapie. C'est des cellules qui ont beaucoup de potentiel, mais beaucoup de potentiel pour faire des super cancers. Les éponymes sont à savoir, là, je ne les ai pas tous mis, mais vous en avez quelques-uns qu'on voit un peu plus souvent dans nos dossiers. Puis là, vous m'excuserez les prononciations, puis en plus, j'ai un rhume, fait que je parle du nez. Tumeur de Grawitz, qui est une tumeur au niveau rénal. Donc, si on vous met ça sur une feuille sommaire comme diagnostic principal, bien, vous devez savoir que c'est une tumeur des reins, puis que c'est un carcinome rénal à cellules claires jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est jusqu'à ce que vous ayez le rapport de patho. Tumeur des Wing, c'est un ostéosarcome qu'on retrouve chez les enfants, donc une tumeur qui est maligne. Tumeur de Wilms, un néphroblastome, qui est une tumeur maligne aussi. Sarcome de Kaposi, qu'on a parlé quand on a abordé le terme du VIH, pas le terme, mais la pathologie du VIH-Sida, qui est une tumeur qui découle de vaisseaux sanguins, donc qui peut être très superficielle, donner des belles plaques rouges, là, visibles, mais qui peut aussi atteindre à l'intérieur des organes, donc elle n'a pas de limite. Puis la maladie de Paget dont on a parlé ou dont on parlera, dépendamment dans quel groupe vous êtes, en médecine clinique 2, lorsqu'on va aborder les pathologies au niveau du sein. Donc, c'est un cancer qui débute au niveau du mamelon. Mais ça peut être aussi au niveau de la vulve, ça peut être aussi au niveau périanal. Donc, être capable de se référer à cette liste-là si nécessaire, si vous les voyez apparaître dans vos dossiers. Ici, vous avez les tableaux qui peuvent être utiles dans vos autres cours de médecine. Là, il en reste encore un ou deux, donc médecine clinique 2 ou médecine clinique 4, ou les deux, dépendamment du groupe auquel vous appartenez. Ça peut être un petit outil de référence qui est facile à consulter, qui est rapide. Donc, vous avez d'un côté, dépendamment du tissu, le terme qu'on utilise pour dire que c'est bénin, puis le terme qu'on utilise pour dire que c'est malin. Donc, à la belle question que je vous pose à chaque fois, est-ce que c'est une tumeur maligne ou une tumeur bénigne? Justifiez-moi votre réponse. Bien, vous avez des belles sources de réponses là-dedans. Même chose ici pour les mésenchymateuses. Donc, un fibrome utérin versus un fibrosarcome, c'est pas du tout la même chose. Vous regardez dans les tissus mésenchymateux, là, la fin pour le malin, c'est toujours un sarcome. Hein? Donc, c'est toujours la même chose. Tumeurs hématopoïétiques, ce sont toujours des tumeurs malignes. Il n'y a pas de tumeurs bénignes au niveau sanguin. Il y a une distinction qu'on va faire. On va parler de tumeurs qui sont plus chroniques, qui prennent plus de temps à tuer le patient si on les laisse aller. Puis on va parler de tumeurs qui sont plus aiguës, que si on ne fait rien, en dedans de quelques semaines, quelques mois, le patient va décéder. Donc, c'est plus la distinction qu'on va faire, mais on ne parlera jamais de tumeurs bénignes dans ces cas-là. Tumeurs dérivées de d'autres tissus, ben, on parle des mélanomes qu'on avait vus en dermato, les mésothéliums, bénins ou malins. Au niveau des méninges, on parle de méningiome. Au niveau des nerfs périphériques, on parle de schwannomes. Ou, très original, de tumeurs malignes des gaines nerveuses périphériques, juste pour faire simple. Et les astrocytomes. Là, faites attention, des fois, dans votre codification, on fait des changements. On va dire même historiquement, l'astrocytome, on l'a toujours considéré comme étant une tumeur bénigne, mais suite à des recherches, nous décidons de changer sa catégorie. Donc, ces tableaux-là sont bons jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que si vous utilisez la CIMO 3, Classification internationale des maladies, 3e édition, c'est elle qui prime sur toutes les autres données théoriques que vous auriez ailleurs. Ici, au niveau germinal. Donc, c'est des tableaux à consulter. Ici, vous avez tous des termes de tuméfaction. Tuméfaction, ça veut dire grosseur, mais qui ne sont pas synonymes de tumeur, de cancer ou de tumeur bénigne. Donc, je me suis fait une tuméfaction à la fesse droite en tombant. Ben, j'ai une bosse, mais cette bosse-là, c'est pas une tumeur. Tout ce qui est inflammation, quand on va parler d'édème, d'induration, c'est pas un synonyme de tumeur. Les hypertrophies, j'ai une hypertrophie de la prostate, c'est pas une tumeur. Les hyperplasie de l'endomètre, par exemple. C'est sûr qu'on si on laisse aller cette pathologie-là, ça va finir par devenir un cancer, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais pour l'instant, ça n'en est pas un.
Les dysplasies, on parle beaucoup de dysplasie au niveau du col de l'utérus. Les dysplasies aussi, c'est le même principe. Au départ, ce n'est pas tumoral, mais si on les laisse aller, ça a le potentiel quand même de le devenir. Métaplasie, on en avait parlé par exemple avec le syndrome de Barrett lorsqu'on était en gastroentérologie au niveau de l'œsophage. Métaplasie, c'est un changement de fonction. Donc, ma tumeur, pas ma tumeur, mais mon tissu, mon épithélium, change de fonction suite à une agression. Il adopte une autre conformation, un autre type d'épithélium pour se protéger. Mais les métaplasies, à la longue, ça peut aussi amener à un début de tumeur. Corystome. Corystome, c'est un problème d'assemblage. C'est un meuble Ikea mal monté. Donc, c'est les bons tissus, mais mal assemblés. C'est bénin. Les granulomes, c'est des réactions inflammatoires. Donc, ça, vous allez en voir souvent, souvent, souvent dans vos dossiers. C'est une belle pogne à mettre à un examen. Rapport de patho, présence d'un granulome. Vous regardez l'historique. On a fait, il y a 2 ans, une hystérectomie. Puis ce qu'on a envoyé en patho, c'est l'ancienne cicatrice. C'est normal qu'il y ait eu peut-être une petite réaction inflammatoire suite au fil qu'on a utilisé pour suturer la plaie. Donc, les granulomes, c'est toujours inflammatoire. Les kystes, c'est des membranes avec à l'intérieur du liquide. Ça aussi, c'est toujours non tumoral. Et les polypes peuvent être associés à des tumeurs bénignes que si on les laisse aller, peuvent devenir cancéreuses. Mais pour l'instant, un polype, ce n'est pas une tumeur. Donc ici, vous avez un petit tableau résumé au niveau des caractéristiques. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est une tumeur bénigne versus une tumeur maligne? Quand je la regarde de façon anatomique, donc quand le chirurgien rouvre, là, puis il regarde l'organe, par exemple, il regarde l'utérus et il y a un fibrome. Un fibrome, c'est bénin. Il va voir que c'est bien délimité. Donc, on va voir, là, c'est bien rond ou ovale. Je vois la transition entre la tumeur bénigne et le tissu sain qui est autour. La tumeur maligne, c'est mal limité. Des fois, on voit que ça commence à s'infiltrer tranquillement. C'est un peu tout croche, c'est un peu diffus. Ça ressemble à un dessin d'un enfant de 2 ans et moins. Donc, ça, c'est mal limité. La capsule, c'est une petite membrane qui recouvre. C'est comme un œuf à la coque. Donc, c'est la coquille qui est par-dessus. La capsule, ça rend la tumeur bénigne encore plus facile à retirer parce qu'on a vraiment une limite. C'est comme une barrière entre le tissu sain et la tumeur. Donc, c'est facile de voir si on l'a enlevé complètement ou pas. La tumeur maligne, elle n'est pas encapsulée. Des fois, elle a une fausse capsule, là, mais c'est vraiment plus un déguisement que d'autres choses. Ça ne sert à rien. Ça ne permet pas de bien délimiter la tumeur. Au niveau histologique, quand on la regarde au microscope, la tumeur bénigne, elle ressemble vraiment bien à son tissu d'origine. Donc, si son tissu d'origine, c'est le foie, elle ressemble à du foie. On va dire qu'elle est bien différenciée, donc elle serait toujours du grade 1. Donc, comme elle est toujours du grade 1, jamais, 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 je répète une 3e fois, on utilisera les grades pour une tumeur bénigne. Ce n'est pas approprié. Donc, on ne code pas de grade à une tumeur bénigne. Tumeur maligne, elle ressemble des fois, même elle peut être bien différenciée, mais son bien différencié est quand même moins beau que le bien différencié d'une tumeur bénigne. Puis plus elle va aller, moins elle va ressembler au tissu d'origine. Donc, elle va perdre sa différenciation. Les cellules au niveau bénigne sont régulières. Dans les tumeurs malignes, elles sont irrégulières. La croissance d'une tumeur bénigne, elle est lente. La croissance d'une tumeur maligne, une fois que le clone cellulaire est développé, c'est très rapide. Une tumeur bénigne, c'est quand même doux avec ses voisins. Ça fait juste les tasser légèrement. Donc, ça prend un peu de place, mais en repoussant tranquillement, pas vite, les tissus autour, tant qu'il y a de la place. Tandis que la tumeur maligne, elle va envahir, elle va infiltrer les tissus sains qui sont autour. Elle va les détruire, ce qui va libérer des toxines, ce qui va libérer ce qu'on appelle des marqueurs tumoraux. Donc, on va être capable de suivre son évolution finalement. La tumeur bénigne, si on fait une chirurgie, il n'y a pas de possibilité de récidive parce qu'on est sûr, de par sa forme, qu'on l'a enlevé au complet.
Donc, quand on enlève la tumeur, puis qu'autour, on se garde une zone qu'on appelle une marge saine ou une marge libre, ce qu'on voit ici, ben, on est sûr qu'on l'a enlevé au complet. Dans la tumeur maligne, même si je fais le même procédé, je me garde une belle marge, là, je ne pourrai jamais dire à 100% que j'ai tout enlevé. C'est impossible. Dans la tumeur bénigne, je n'ai aucune possibilité de faire des métastases, que ce soit des métastases régionales ou des métastases à distance. Donc, le TNM ne s'applique pas dans ces cas-ci. Tandis que dans les tumeurs malignes, j'ai la capacité de faire des métastases régionales ou de faire des métastases à distance, d'où l'utilisation du TNM dans les tumeurs malignes pour les classifier. C'est sûr que tous les types de cancers n'ont pas la même capacité, la même habileté à faire des métastases. Au niveau des tumeurs de la peau, on avait vu par exemple que le carcinome basocellulaire, il faisait de façon très, très, très exceptionnelle des métastases, tandis que les mélanomes avaient une grande facilité à en faire. Donc, ils ne sont pas toutes égales, là, ces tumeurs-là. Les voies de dissémination sont importantes. Ça va être une belle occasion pour moi de vous poser des questions. Au niveau des voies, vous en avez trois. Vous avez de la plus facile à la plus difficile. Cavité naturelle, donc exemple, la cavité abdominale. La tumeur qui est par exemple sur l'ovaire, une fois qu'elle a bourgeonné, qu'elle est visible, elle a juste à se détacher puis à se laisser tomber par exemple sur la vessie. Donc ça, c'est facile. Ça demande aucune compétence pour une tumeur. Au niveau du cerveau, on va le voir aussi. Donc, dans le liquide céphalorachidien, ça va être facile pour la tumeur de se laisser tomber, de suivre le courant, puis de s'en aller un petit peu plus loin. Donc, les cavités naturelles, c'est vraiment le plus facile. Donc, péritonéal va nous donner, par exemple, nos carcinomatoses péritonéales. Vous allez en avoir au niveau de la cavité pleurale. Vous allez en avoir au niveau du cerveau, qu'on va dire sous-arachnoïdienne. Donc, ça, c'est très facile. Lymphatique demande quand même une petite capacité de plus. Il faut rentrer dans les vaisseaux lymphatiques de l'organe pour après ça migrer dans les ganglions régionaux. Donc, c'est ce qui va vous donner un N dans le TNM qui est égal à 1 ou plus. Ça peut être N est égal à 2, N est égal à 3, dépendamment de la classification. Les seuls organes où on n'a pas cette possibilité-là d'avoir une dissémination lymphatique, c'est le système nerveux central. Donc, le cerveau et la moelle épinière n'ont pas de drainage lymphatique. Donc, si, par exemple, j'ai une tumeur du sein, puis qu'elle veut migrer vers le cerveau, bien, sa seule façon de migrer vers le cerveau va être d'emprunter la voie hématologique. Et là, au niveau de la voie hématologique, j'ai aussi un degré de difficulté différent. J'ai la veineuse, donc au niveau des veines. Les veines, c'est moins épais, hein? C'est moins dur à percer pour rentrer à l'intérieur. Quand je dis percer, là, ça veut dire que la cellule cancéreuse va devoir libérer des enzymes qui vont digérer la paroi veineuse pour être capable, après ça, d'emprunter la circulation veineuse et de s'en aller partout dans le corps. Et la plus difficile, c'est l'artérielle. Donc, les artères, c'est très épais comparativement à une veine parce que j'ai une couche de muscle à l'intérieur. Donc, ça me prend des cellules cancéreuses qui ont encore plus de capacité. Les capacités, on les voit souvent avec le grade. Donc, quand on voit grade 1, on dit bien différencié, ils ont moins tendance à se rendre là, dans les voies hématologiques. Ils n'ont pas encore cette capacité-là. Grade 4, habituellement, ils ont cette capacité-là. Qu'ils l'aient emprunté ou pas, là, ils l'ont. Donc, identifier par où est passée la tumeur, je vous dirais qu'une façon facile de vous poser la question, c'est de vous dire, par exemple, j'ai un T2, N1, M0, puis vous demandez, dans ce cas-ci, quelle est la voie
de dissémination la plus probable. N1 est égal à un ganglion régional, donc ça serait la voie lymphatique. Donc ça, c'est une façon de vous le demander. Pour la cavité naturelle, je vous dirais que le plus facile, c'est d'aller chercher, par exemple, ma belle carcinomatose péritonéale. J'en vois beaucoup dans mes dossiers. Au niveau hématologique, un bel exemple, ce serait un cancer secondaire au niveau du cerveau, avec un primaire, par exemple, au niveau du sein. Donc ça serait super. Pas pour les patients, mais pour les questions. Au niveau des causes de cancer, donc on a des théories ici au niveau du développement du cancer. La plus vieille théorie, c'est la théorie des mutations. Vous avez 3 gènes qui sont identifiés comme étant des gènes qui, une fois mutés, peuvent permettre le développement d'un cancer. Vous avez les proto-oncogènes, ça c'est un gène qui est normal. Quand il mute, il devient ce qu'on appelle un oncogène. Et l'oncogène, c'est un facteur de croissance. Donc, ça va accélérer la croissance des cellules qui ont des mutations. Et une fois que ça deviendra un cancer, ça va accélérer le développement d'un cancer. Donc, juste un proto-oncogène qui devient oncogène, ce n'est pas suffisant là, pour développer un cancer, mais c'est déjà un petit début. Gène suppresseur de tumeur, c'est un gène qui, une fois activé, libère une protéine qui est la P53, qui, elle, une fois qu'elle se fixe à la cellule, déclenche un mécanisme d'autodestruction qu'on appelle l'apoptose ou le suicide cellulaire. Quand ce gène-là est défectueux, il n'y a pas de possibilité de libérer du P53, donc la cellule qui devient plus bonne, qui a qui a des défauts de fabrication qu'on n'a pas réussi à réparer, elle ne pourra pas se suicider. Donc, ça ne se suicide pas, elle risque d'accumuler les mutations pour un jour devenir un cancer. Des exemples qu'on voit souvent par rapport au cancer du sein, c'est le BRCA1, le BRCA2. Ce sont des gènes suppresseurs de tumeurs qui sont mutés. Ce qui fait que les cancers du sein, chez les patientes, vont se développer beaucoup plus jeunes. Donc, au lieu de se développer dans la soixantaine, vont se développer des fois dans la vingtaine ou dans la trentaine. Et vous avez votre super réparateur, qui est le gène réparant l'ADN, qui, lui, à chaque fois que vous avez une petite mutation, fait des réparations. Mais si vos outils sont mutés, ils ont des mutations à l'intérieur, vous n'êtes plus capable de faire les réparations. Donc là, ça devient problématique. Si vous avez les 3 gènes de mutés, vous êtes sur la bonne voie pour développer bientôt un cancer. Ça, c'était une théorie, mais qui n'expliquait pas tout. Est encore bonne cette théorie-là, mais il manque des détails pour vraiment expliquer le début d'un cancer. Vous avez la théorie des cellules souches mutantes. Donc, la cellule souche, c'est une cellule qui a la capacité de se différencier en différents tissus, dépendamment de la commande qu'elle reçoit. Vous en avez dans tous les tissus des cellules souches. Et si elle mute, qu'elle n'a pas été réparée, ben, elle va générer des super cancers. Et c'est souvent cette cellule souche-là qui vous donne la résistance à la chimiothérapie. Donc, on a fait les traitements de chimio, ça allait super bien. On a vu fondre la tumeur. On regarde les TDM, les IRM, les PET scans. Je ne vois plus rien. On arrête les traitements de chimio. Puis, au bout d'un certain laps de temps, revient la tumeur. C'est pas une nouvelle tumeur. C'est vraiment mes cellules souches qui étaient encore présentes. Ils étaient tranquilles, mais ils se sont réactivés. Vous avez aussi la théorie de l'inflammation par rapport aux maladies chroniques. Si je prends par exemple au niveau respiratoire, si je prends la bronchite obstructive chronique, c'est une maladie inflammatoire au niveau des bronches. L'inflammation, ça amène beaucoup de globules blancs sur le site où il y a l'inflammation. Et les globules blancs, pour attirer d'autres globules blancs, puis en même temps, des fois, pour aussi déclencher la réparation des tissus, vont libérer un facteur de croissance. Donc, l'inflammation peut favoriser le développement des cancers en donnant comme de l'engrais pour le cancer. Là. Donc, quand on parle de maladies chroniques comme facteur de risque, exemple, maladie de Crohn, au niveau digestif, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin, c'est un facteur de risque de développer, par exemple, un cancer du côlon. L'obésité. L'obésité augmente
la quantité des estrogènes, qu'on soit un homme ou une femme, là, ça, il n'y a pas de distinction. Et les estrogènes sont liés à plusieurs cancers. Cancer du testicule, cancer des ovaires, cancer du sein. Donc, il y aurait un lien par rapport à ça. L'obésité serait aussi inflammatoire. Donc, au niveau de l'organisme, c'est considéré comme une inflammation, donc l'engrais à cancer. Et vous avez aussi la théorie de l'alimentation avec les antioxydants, les fibres. On voit qu'il y a certains cancers qui sont vraiment reliés à l'alimentation. Et au fil du temps, on en apprend beaucoup sur nos différents types de cancers. Donc, c'est vraiment très complexe là, au niveau du début. Fait que quand quelqu'un obtient un diagnostic de cancer puis il dit pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis bien nourrie, j'ai fait attention à mon activité physique, j'ai toujours eu des habitudes de vie très saines. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un cancer? Ça ne se mérite pas un cancer. C'est vraiment une succession de mutations par différentes origines qui vont mener à ça. Il y a une partie qui est génétique, il y a une partie qui est votre environnement. C'est vraiment multifactoriel et il n'y a personne qui peut contrôler tous ces facteurs-là d'un coup. Donc, c'est pas la faute du patient là, d'avoir développé un cancer. Histoire naturelle des cancers, comment de ma petite cellule cancéreuse, je vais après ça me ramasser à avoir des métastases à distance. Donc, on parle les étapes de transformation qui sont quand même assez longues, là. Avant d'obtenir un clone tumoral, dans certains cas, ça peut prendre 15 ans de mutation, ça peut prendre 20 ans de mutation et plus. À ce moment-là, à partir du moment où j'ai juste un clone, ça veut dire une seule cellule tumorale, c'est absolument pas possible de détecter. Il n'y a pas de dépistage faisable, il n'y a rien, rien, rien. Donc, l'étape de transformation, vous ne la verrez pas dans vos dossiers. Donc, c'est impossible. Prolifération locale, c'est limité à un seul épithélium. Donc, on parle à ce moment-là des tumeurs qu'on dit in situ. Un synonyme de in situ que vous allez voir dans vos dossiers, c'est non infiltrant ou non invasif. Ces termes-là sont super importants à retenir parce que dans votre travail d'archiviste, vous allez les voir régulièrement. À la prolifération locale, je n'ai pas de masse. J'ai rien de palpable. Donc, le seul moyen d'en faire le diagnostic, c'est parce qu'on a fait du dépistage. Exemple, j'ai passé mon pap test, donc ma cytologie du col de l'utérus, en allant gratter des petites cellules qu'on a envoyées en cytologie. On s'est rendu compte qu'il y avait des cellules qui étaient anormales, des cellules qui étaient cancéreuses. On a été prendre une biopsie pour confirmer et c'était finalement un cancer in situ. Donc, prolifération locale, dépistage, c'est la seule façon de les voir. Invasion locale, là, je suis toujours dans mon organe. Je ne suis pas sortie de l'organe, mais j'ai plus qu'un épithélium dans mon organe qui est touché. Donc, j'ai l'épithélium de base. L'exemple, c'est un carcinome, mais mon carcinome commence à toucher, par exemple, des petits vaisseaux sanguins à l'intérieur de par exemple, de mon foie. Donc, j'ai plusieurs tissus. On va parler habituellement d'avoir une petite masse, une petite lésion qu'on va être capable de voir, par exemple, au TDM, qu'on va être capable de voir à l'IRM, au PET scan. Dans certains cas, qu'on va être capable de palper, dépendamment où elle est située. Et le synonyme qu'on va ajouter à invasion locale, on va parler par exemple d'un carcinome infiltrant. Donc pour le sein, on va dire par exemple un carcinome canalaire infiltrant ou un carcinome canalaire non infiltrant si c'est un in situ. Donc le infiltrant et le non infiltrant ou le invasif, non invasif, c'est des termes qui sont vraiment importants. Si je mentionne rien, donc si je ne mentionne pas que c'est in situ, non infiltrant, non invasif, on sous-entend que c'est du infiltrant. Puis une fois que la tumeur va avoir quitté l'organe, que ce soit pour les ganglions lymphatiques, que ce soit pour d'autres organes, par la voie de la cavité naturelle ou par la voie sanguine pour s'en aller, par exemple, dans d'autres organes comme le cerveau, comme le foie, comme les poumons. Donc, à partir du moment où on a un N ou un M de positif, on est en dissémination métastatique. Donc, quel genre de questions je pourrais vous poser? Je pourrais vous dire, j'ai un carcinome canalaire in situ. À quelle étape de l'histoire naturelle des cancers est-ce que je me trouve?
je suis en prolifération locale. Je pourrais vous dire, j'ai un T2, N1, M0, le même exemple que tantôt. À quelle étape de l'histoire naturelle des cancers est-ce que je me retrouve? Je me retrouve à l'étape 4. Je suis à la dissémination métastatique. Donc ça peut être une bonne, une bonne raison pour poser des questions. Facteur de risque pour développer des cancers. Dans les statistiques, on voit qu'on a un pic de cancer autour de 60 ans. Donc, vieillir est un facteur de risque. Vos cellules, ils ont une durée de vie quand même qui est programmée. On a beau les réparer. Des fois, ils accumulent des petites mutations. Puis ces petites mutations-là, ben, finissent par s'accumuler. Puis à un moment donné, vous donnent un cancer. Donc, vieillir, c'est un facteur de risque. Votre hérédité, surtout au niveau des 3 gènes dont j'ai parlé tout à l'heure. Votre mode de vie, votre consommation d'alcool. L'alcool au niveau, par exemple, de l'œsophage, au niveau de l'estomac, c'est un gros facteur de risque pour ces cancers-là. L'alimentation, surtout au niveau du côlon, je vous dirais beaucoup. Le gras, le manque de fibres, les nitrites qu'on trouve comme agent de conservation, par exemple, dans les charcuteries, c'est un facteur de risque. La radiation, exemple, le radon qu'on retrouve dans le sous-sol des maisons. Si vos sous-sols ne sont pas, ils ont des infiltrations, ils ont des fissures, puis que vous dormez, votre chambre est au sous-sol, ben vous êtes plus à risque. Certains médicaments vont vous mettre à risque. Tous les médicaments qui touchent le système immunitaire, les immunosuppresseurs, la cortisone. Quand on a parlé dans la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, du Rémicade, de l'Humira, c'est des médicaments qui peuvent augmenter vos risques. Les médicaments qu'on donne déjà pour les cancers sont des facteurs de risque pour en développer d'autres. Donc, la chimiothérapie, ça en fait partie aussi. Dans les micro-organismes, au niveau des bactéries, en gastroentérologie, on a parlé d'Helicobacter pylori pour le cancer de l'estomac. Dans les virus, on a parlé par exemple du VIH, mais il y en a plein d'autres. Virus Epstein-Barr, qui est le virus de la mononucléose, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C. Donc, c'est des micro-organismes qui peuvent favoriser l'apparition, c'est des facteurs de risque. L'amiante qu'on peut respirer, qui déclenche un état inflammatoire au niveau, par exemple, pulmonaire. Mais cette inflammation-là, ça met la table pour développer des cancers. L'effet de la tumeur sur l'autre, on va parler d'un effet qui est soit local, soit général. Local, ça va être propre à chacun des organes. Donc, exemple, une tumeur du côlon donne des symptômes de côlon. Une tumeur du sein donne des symptômes par rapport au sein. Ça, c'est local. Dans les atteintes générales, vous avez un symptôme qu'on appelle la cachexie. Ce n'est pas un terme qu'on utilise couramment, donc c'est un terme qui peut être important à apprendre. Donc, la cachexie, c'est lorsque je me mets à perdre beaucoup, beaucoup de poids. Donc, je perds toute ma graisse, je perds ma masse musculaire, ça occasionne de la faiblesse, puis même si je perds du poids, j'ai pas faim, là, j'ai de l'anorexie. Donc, le mécanisme, j'ai une réduction des apports. Les apports alimentaires sont déviés vers la tumeur. C'est elle qui veut grossir. Diminution de synthèse et d'emmagasinage des lipides par les adipocytes, c'est sûr. Qui est la gourmande qui mange tout? La tumeur. Et ça, ben, ça a un effet sur d'action sur le centre de l'appétit, ce qui nous donne notre anorexie. Donc, c'est plate parce que la tumeur, pour survivre, dévie toute la nourriture vers elle, mais en faisant ça, elle va tuer l'autre. Donc, elle va mourir, elle aussi. Une tumeur, c'est pas intelligent, là. Donc, ça fait juste, c'est comme un enfant d'1 an qui fait moi, là. Très égocentrique. C'est ses besoins à elle. Malheureusement, ça a un effet qui est très notable chez l'autre. Et ça, la cachexie, on voit ça dans des tumeurs qui sont habituellement pas mal avancées. Donc, qui commencent à avoir des métastases, que ce soit des métastases régionales ou des métastases à distance. Au niveau de la fonction des organes localisés, bien là, ici, vous avez des exemples. En empiétant sur des structures, bien, il y a des compressions, vous allez avoir des symptômes. Exemple, le syndrome de la veine cave supérieure. Une tumeur au niveau du médiastin qui vient comprimer la veine cave. La veine cave supérieure, elle prend le sang qui vient du cerveau, le sang qui vient des bras, puis elle le ramène au cœur.
ben là, le sang va stagner dans le cerveau, va stagner dans les bras, puis vous êtes dans le trouble. Au niveau d'un cancer du sein, vous allez avoir des ulcères au niveau du sein qui vont se produire avec de l'infection. Un cancer des ovaires, quand ça devient trop pesant, l'ovaire va tordre, ça va faire de la grosse douleur parce que l'ovaire va être privé d'oxygène. Ça va être une ischémie ovarienne qu'on va obtenir à ce moment-là. La production d'hormones. J'ai un adénome, ça c'est tumeur bénigne, de l'hypophyse. Ben, elle va être capable de produire différentes hormones qui vont avoir des effets sur différentes glandes. Un cancer des parathyroïdes, ça va jouer sur votre métabolisme du calcium. Donc, quand on réfère aux effets localisés de la tumeur, ben, il faut y aller vers tout ce qu'on a vu dans les autres cours de médecine. Donc, si j'ai un cancer du côlon, ben, je me réfère à ma gastroentérologie. J'ai un cancer du cerveau, je me réfère à ma neurologie. J'ai un cancer du poumon, je me réfère à ma pneumo pour avoir les symptômes qui sont propres à ce cancer-là. Dans les autres exemples, vous avez les saignements. On a toujours dit, dès que vous avez un saignement quelque part, qu'est-ce qu'on suspecte? Un cancer. Pourquoi? Parce que les tumeurs, pour se développer, ont besoin de sang. Puis pour ça, ben, ils se fabriquent des vaisseaux sanguins. Donc, on va parler d'angiogénèse, donc de développement de nouveaux vaisseaux. Et je vous dis souvent la blague, c'est comme des vaisseaux qu'on a montés à la Ikea, là. Donc, ils sont mal montés, ils sont friables, ils se défont très facilement, donc ça saigne facilement une tumeur. Syndrome paranéoplasique, c'est des syndromes qui sont associés à notre tumeur, mais pas à son tissu d'origine. Donc, exemple, j'ai une tumeur du poumon. Mon poumon, habituellement, ne sécrète pas d'hormones. Si ma tumeur se met à sécréter de l'ACTH, habituellement, c'est l'hypophyse qui sécrète ça. C'est pas la job du poumon de faire ça. Puis que ça a un effet sur mes surrénales en me donnant un syndrome de Cushing, ça, c'est un syndrome paranéoplasique. C'est comme un surplus. C'est un bonus. Ici, vous avez des exemples de syndrome paranéoplasique. Pour le moment, on n'en a peut-être pas vu beaucoup dans d'autres cours de médecine, c'est d'être capable de les identifier quand on les a dans notre dossier. Donc, exemple, j'ai un cancer du poumon que je vous avais donné, là, quelques secondes, que je vous ai parlé de la CTH. La CTH n'est pas identique à celle de l'hypophyse, mais le système ne voit pas de différence. Puis quand on la dose, on ne va pas la décortiquer là, molécule par molécule, donc on ne voit pas non plus la distinction. Donc ça peut nous donner un syndrome de Cushing où on va avoir de la misère à gérer notre glucose, où on va avoir des vaisseaux sanguins qui vont être très friables, où la graisse va se développer ailleurs que normalement, graisse au niveau du cou, enflure au niveau du visage. Donc, c'est vraiment particulier. Mais on a ça dans le cancer du poumon, on a ça dans certains cancers du pancréas, comme syndrome paranéoplasique, dans certaines tumeurs nerveuses aussi. Vous avez l'hypercalcémie. Donc, c'est pas un cancer, par exemple, des parathyroïdes. C'est un cancer du poumon, du sein ou des reins qui produit de la PTH. PTH, dans ce cas-ci, c'est parathormone. Donc, l'hormone qui est produite par les parathyroïdes. Vous avez ici l'ostéoarthropathie hypertrophique et clubbing des doigts qui est faite par un carcinome bronchogénique, donc au niveau des bronches. Syndrome de Trousseau qui nous donne des thromboses veineuses. Cancer du pancréas fait ça. Syndrome de Pancoast qui est au niveau pour les cancers de la pointe du poumon, donc de l'apex du poumon. Ça fait une destruction des côtes. Les côtes vont être comme si on les avait grugées. C'est très douloureux. Ça va donner une paralysie du bras, faiblesse, donc particulier. Mais on voit ça dans ce type de cancer-là. Au niveau des informations importantes, petit tableau qu'on a vu aussi en médecine clinique 1, topographie, donc la localisation de ma tumeur, l'organe, partie d'organe. Donc, vous êtes habitué à avoir cette information-là. Vous avez l'endroit où on la retrouve dans les notes. La morphologie que vous ne pouvez jamais deviner, ça vous prend un rapport de patho pour vous y référer. Le grade, là ici j'ai marqué le grade en général parce que des fois, dans certains types de cancers associés à certaines morphologies, on va y aller, au lieu d'avoir un grade 1, 2, 3, 4, on va y aller avec bas grade, grade intermédiaire, puis de haut grade. Quand on y va de cette façon-là,
Grade 1, c'est le bas grade. Grade 2, c'est le grade intermédiaire. Puis le grade 3, 4 va tomber dans le grade qui est élevé. Donc ça, si vous avez à déterminer un grade, puis que vous avez dans vos notes les tableaux qui s'y rapportent, exemple cancer du poumon, cancer des intestins, ben consultez ces données-là. Le TNM, puis là, dépendamment comment on a établi le TNM, vous pouvez avoir des fois des petites lettres qui vont être ajoutées. Exemple, le CTNM, c'est un TNM qui est clinique. C'est l'examen physique plus les tests d'imagerie médicale. Il n'y a pas eu de biopsie, il n'y a pas de rapport de patho. Vous avez le PTNM qui, lui, a un rapport de patho. Puis celui que vous allez voir le moins souvent, le ATNM, qui est un TNM qui a été établi juste au moment de l'autopsie. Et vous avez le stade qui habituellement se base sur le TNM, mais pas dans tous les cas de cancer. Donc, exemple, le cancer du cerveau. On n'utilise pas le TNM parce que le TNM, il n'y a pas de ganglion dans le cancer du cerveau. Donc, le TNM n'est pas approprié dans ce cas-ci, mais on a d'autres stadifications pour le faire. Donc, le stade, mis à part le stade 4, où vous avez des métastases à distance, puis que là, vous savez par cœur, il n'y a pas de problème. Les autres stades, ça vous prend vos ressources, vos références pour les établir. Donc, souvent, je vais plutôt vous demander dans le dossier, c'est quoi le stade qui est inscrit. C'est de l'extraction de données beaucoup. Hein? C'est quoi le TNM, c'est quoi le grade, c'est quoi la morpho. C'est toutes des données que vous ne pouvez pas deviner. Par contre, par rapport à ces données-là, je peux vous demander, c'est exemple qui est inscrit que c'est un stade 4, est-ce qu'il y a des métastases à distance? Si oui, nommez lesquelles. Par rapport au TNM, si j'ai un T3N2M0, est-ce qu'il y a des métastases? Est-ce qu'il y a des métastases régionales? Est-ce qu'il y a des métastases à distance? Donc, ça, c'est important. Démêler grade et stade, parce que ça, on se mélange souvent entre les deux notions. Donc, vous avez là l'essentiel des informations qu'on va chercher en codification par rapport aux cas d'oncologie qui sont hyper importantes. Après ça, pour avoir le diagnostic, on va qualifier nos prélèvements. Donc, je vais souvent vous demander comment ou par quel prélèvement est-ce qu'on a eu notre premier diagnostic de cancer. Donc, on peut avoir un diagnostic qui est cytologique. On a fait une cytologie, un pap test, on a obtenu quelques cellules, puis on a vu que j'avais un cancer du col de l'utérus. Biopsie par endoscopie ou par trocar. Donc, on a pris un petit cylindre qui était creux. On est allé se chercher une carotte, un cylindre de tissu qu'on a coupé pour analyser au microscope. Ou par endoscopie, BTB, biopsie transbronchique. On passe à travers les bronches pour aller chercher un morceau de poumon. Donc ça, c'en est. Ça se fait sous bronchoscopie. Biopsie excisionelle, ça, c'est un terme particulier, puis qui peut être important pour la codification. La tumeur est tellement petite qu'au moment où on en fait la biopsie, une biopsie, c'est pas gros, là, on a réussi à enlever la tumeur. Je vois ça dans certains cas de cancer du sein qui ont été dépistés très, très tôt, puis en faisant la biopsie, on l'a retiré tout simplement. Donc ça, c'est rare, mais si vous voyez le terme biopsie excisionelle, ça ne se code pas comme une biopsie en tant que telle, ça se code comme une excision partielle d'organes. Fait que ça, c'est une belle pogne pour les cours de code. Prélèvement chirurgical, on n'a pas été capable de faire de biopsie avant la chirurgie et la première confirmation histologique de notre cancer va être obtenue, par exemple, pour un cancer de l'utérus, lorsqu'on va avoir procédé à l'hystérectomie. On va retirer l'utérus, on va l'envoyer en patho, puis là, on va être capable de dire oui, c'est vrai que tu as un adénocarcinome de l'endomètre. Donc, être capable d'identifier le type de prélèvement qui a été fait pour avoir le diagnostic initial de cancer. Au niveau des différents types de traitements, ce qui va être important, c'est d'être capable d'attribuer le bon adjectif. Donc, la chirurgie, est-ce qu'elle a été faite pour simplement établir le diagnostic? Donc, on n'était pas capable de faire juste une biopsie, on est allé en salle d'op, on a retiré des petits morceaux, puis c'est ça qui nous a permis de faire notre diagnostic. Donc, on va parler d'une chirurgie diagnostique. La majorité du temps, quand on fait des chirurgies, on vise la guérison. Curative, c'est guérison.
Donc, si j'ai un cancer du côlon, puis que je fais une hémicolectomie, je considère que je veux guérir si ma lésion elle est localisée ou si j'ai qu'une petite dissémination régionale, ça veut dire des ganglions. Donc, un N, par exemple, qui est égal à 1, pas plus. Si j'ai des métastases à distance, on ne parle plus de chirurgie curative. On va parler de chirurgie palliative. Donc, l'objectif, ça va être quand même de retirer de la tumeur, mais pour soulager le patient. Donc, pour diminuer ses symptômes ou pour, dans certains cas, aider à d'autres traitements palliatifs qu'on va ajouter. Donc, quand on parlait de palliatif avant, c'était aider à mourir quasiment. Mais c'est pas ça, là. Palliatif, dans ce cas-ci, c'est prolonger la vie le plus longtemps possible avec la meilleure qualité de vie possible. Donc, suite à ça, le patient peut vivre 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. On ne le sait pas. Reconstructif, on va en parler beaucoup pour les cancers du sein, les cancers aussi au niveau génital, les cancers par exemple de la vulve chez la femme. Donc, dès qu'on a enlevé beaucoup de tissu, puis qu'il faut reconstruire par la suite, on va parler de chirurgie de reconstruction, tout simplement. Fait que ce que vous allez voir le plus souvent, c'est des chirurgies curatives ou des chirurgies palliatives. Une fois de temps en temps du diagnostic, puis c'est jamais bon quand on s'arrête juste à une chirurgie diagnostique, c'est que souvent ce qu'on a trouvé n'était pas super. T'sais. On a ouvert l'abdomen, on s'est rendu compte qu'il y avait une carcinomatose péritonéale, on a pris 3-4 échantillons, puis on est ressorti, on a refermé. C'est pas bon signe. Chimiothérapie, on va parler de chimiothérapie adjuvante pour augmenter les chances de survie après la chirurgie. Curative, simplement, habituellement pour les cancers hématologiques ou pour les cancers, certains types de cancers du testicule, on peut utiliser la chimiothérapie comme traitement curatif. Mais c'est les seuls cas où je vais attribuer cet adjectif-là à la chimio. Palliatif, à partir du moment où vous êtes stade 4, que vous avez des métastases à distance, donc pour soulager les patients, pour ralentir la progression. Puis encore là, on peut prolonger la vie de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, ça dépend des cas. Néoadjuvante, on en fait de plus en plus souvent. Ça permet de faire rapetisser ma tumeur avant d'aller en chirurgie, ce qui me permet d'avoir des chirurgies qui vont être beaucoup moins mutilantes. Donc, au lieu de préconiser des ectomies radicales, on va pouvoir préconiser des ectomies partielles. Donc, c'est beaucoup moins dur pour le patient. Il va avoir une meilleure qualité de vie après. Donc, du néoadjuvant, on en fait vraiment de plus en plus. Pour la radiothérapie, on parle d'adjuvant, de curatif, de palliative. Du néoadjuvant en radiothérapie, c'est quand même assez rare. Peut-être 1 ou 2 cas de cancer où on envoie là, deux organes, mais c'est vraiment pas quelque chose de fréquent, donc habituellement plus adjuvant. Curatif, quand même pas fréquent, mais ça arrive. Il y a certains cancers qui réagissent très bien à la radiothérapie. S'ils sont bien localisés, au lieu d'utiliser la chirurgie, on pourrait utiliser la radio. Mais comme je parlais tout à l'heure avec les cellules souches, à faire attention, il faut vraiment que les cellules souches aient été brûlées. Puis ça, ben, on n'en aura jamais la preuve, à part qu'avec le temps. Puis en palliatif, on l'utilise quand même beaucoup, la radio, parce que c'est rapide, c'est bien localisé. Donc, une tumeur qui est trop grosse, qui comprime, exemple, le syndrome de la veine cave inférieure, on pourrait utiliser la radiothérapie en urgence pour réduire l'édème au cerveau. Donc, ça peut être une bonne alternative. Donc, attendez-vous à ce que je vous pose la question. Comment qualifie-t-on la chirurgie? Est-ce qu'elle est curative, palliative, diagnostique? Comment est-ce qu'on qualifie la chimio? Est-ce que dans ce cas-ci, est-ce qu'on a procédé à une chimiothérapie néoadjuvante? Justifiez votre réponse. Donc, ça va revenir. Au niveau de la chimiothérapie, donc la chimiothérapie, les traitements qu'on a, nos vieux traitements, font pas de différence entre les cellules qui sont saines et les cellules qui sont tumorales. Les nouveaux traitements de chimio qu'on a développés font cette différence-là. Les anciens traitements de chimio fonctionnent mieux quand la tumeur elle est petite, parce que dans une tumeur petite, j'ai des cellules qui sont plus en division cellulaire, donc qui sont plus actives. Et nos médicaments qu'on a ciblent la division cellulaire.
Donc, si j'ai des cellules qui sont en dormance, ça ne marchera pas. Ils ne réagiront pas à la chimiothérapie. Donc, on a meilleur succès chez des patients qui ont des petites tumeurs que chez des patients qui ont des tumeurs qui sont rendues, exemple, T4. Donc, meilleur succès. On a des meilleurs succès aussi lorsqu'on fait des associations de médicaments. Donc, on prend des médicaments qui sont actifs contre la tumeur lorsqu'ils sont utilisés seuls. S'ils ne sont pas bons tout seuls, on ne les utilise pas. On les prend quand ils agissent sur différents sites du cycle cellulaire parce qu'on voudrait avoir une combinaison d'effets. On utilise des médicaments qui ont des toxicités différentes, ça va moins affecter le patient. Quand je parle de toxicités différentes, il y en a qui ont des toxicités au niveau, par exemple, au niveau hématologique. Il y en a qui vont avoir des toxicités au niveau cardiaque. Donc, on essaie de ne pas donner 3 médicaments qui ont des toxicités hématologiques parce que vous allez tuer votre patient. C'est pas ça que vous voulez. On ajuste la dose en fonction de la réponse clinique et surtout de la tolérance de la toxicité. Si la toxicité est trop grande, on tue la tumeur, mais on tue le patient aussi, c'est pas ce qu'on veut. Pour continuer un traitement de chimio ou même pour l'entreprendre, il faut que les bénéfices soient supérieurs à la toxicité. Voie d'administration, vous avez les voies qu'on dit systémiques. Il y a des médicaments de chimiothérapie qu'on peut prendre per os. Le Glivec, un médicament qu'on donne pour des tumeurs hématologiques, une leucémie chronique, fonctionne très bien, mais il est per os. Il y a des médicaments intraveineux qu'on va injecter soit directement dans un cathéter dans l'avant-bras ou qu'on va injecter dans ce qu'on appelle un porto-4. C'est un cathéter qu'on met sous la peau. Vous avez l'illustration ici. Donc, on vient piquer directement dans la peau et on se trouve à piquer, ce qu'on voit là, dans une petite chambre. Cette petite chambre-là reliée à un cathéter qui s'en va habituellement dans la veine cave. Donc, il s'en va dans des gros vaisseaux sanguins. C'est plus facile pour un patient qui va avoir à subir plusieurs cycles de chimiothérapie. Donc, si on commence avec juste une injection dans une veine de la main ou de l'avant-bras, ça se peut que ces veines-là deviennent très fuyantes, très fragiles, puis qu'à un moment donné, on ne soit plus capable. D'où l'utilité d'aller chercher un porto-4. Les porto-4 sont installés habituellement en radiologie. Il y a des radiologistes qui font l'installation ou dans certains cas, ce sont des anesthésistes qui font l'installation aussi, ça dépend. Puis vous avez la chimiothérapie localisée. Exemple, on rentre un cathéter dans la vessie, on injecte dans la vessie la chimiothérapie. On va parler ici, oups, il manque un TRA, c'est intravesical, donc à l'intérieur de la vessie qu'on va l'utiliser. Je vous ai mis un lien pour différents protocoles de chimiothérapie. Les protocoles de chimiothérapie, exemple, vous allez voir le protocole CHOP, CHOP. Mais CHOP, ça veut dire quoi? C'est quoi ces médicaments-là en codification? Vous allez devoir coder les traitements de chimiothérapie. Vous allez devoir identifier si c'est une chimiothérapie qui est systémique, si c'est une chimiothérapie qui est localisée, puis quel protocole on a administré, qu'est-ce qu'on a administré comme médicament. Fait que ça, c'est de l'information qui est importante. C'est de l'extraction de données, mais c'est de l'information qui est tout de même très importante. Au niveau de la toxicité des antinéoplasiques, ça c'est important parce que c'est des effets qu'on va aller codifier dans nos dossiers. Donc, il faut être capable de les reconnaître. Des fois, ça va être marqué très bien. Il va être marqué, par exemple, anémie secondaire à la chimiothérapie. Mais sinon, c'est à nous de faire le lien, puis de voir, puis de demander au médecin si nécessaire pour faire la bonne codification. Donc, vous avez ici un tableau qui regroupe les toxicités aiguës versus les toxicités chroniques. Les toxicités aiguës arrivent relativement vite. Donc, quand je parle de aigu, ça peut être la journée même, le lendemain ou 2 semaines après. Les chroniques peuvent prendre des mois, des années, dépendamment, avant d'arriver. Donc, on va parler souvent de toxicité dans les toxicités chroniques, de dose dépendante. Donc, j'ai besoin d'une dose à vie. Cette dose-là, une fois qu'elle est atteinte, j'ai des grands risques d'avoir, par exemple, une cardiotoxicité qui me donnerait une cardiomyopathie toxique. Donc, c'est ce qu'on avait vu là
en cardiologie. Donc, au niveau hématologique, vous avez 3 types d'atteintes, dépendamment des cellules qui sont touchées. Vous avez l'anémie par une baisse de l'hémoglobine et ça se traite en donnant des culots globulaires ou en donnant de l'EPO, érythropoïétine. Le nom commercial, c'est de l'Eprex. L'EPO, habituellement, c'est votre rein qui le fabrique, mais là, on vient d'en donner du synthétique. Il va stimuler votre moelle osseuse à produire des globules rouges. Donc, ça se traite quand même bien. On peut soulager rapidement le patient, le plus rapide étant le culot globulaire, mais c'est quand même possible. La thrombocytopénie, je manque de plaquettes. Si je manque de plaquettes, je suis à risque d'hémorragie et ça se traite avec un concentré. Les petits crochets, c'est concentré PLT plaquettaire. Donc, on donne une transfusion de plaquettes. Ça se règle aussi très rapidement. Donc, l'anémie, ça se contrôle bien. La thrombocytopénie, ça se contrôle bien. La neutropénie, elle, n'est pas facile à contrôler. Je ne peux pas donner de transfusion de globules blancs. Ça se fait pas. Donc, j'ai aucun moyen rapide de régler ça. Une neutropénie, c'est un manque de globules blancs. Le manque de globules blancs, ça vous expose à développer des infections. Une neutropénie, c'est asymptomatique tant et aussi longtemps que vous n'avez pas une infection. À partir du moment où vous avez une infection, vous allez vous mettre à faire de la température et on va parler à ce moment-là de neutropénie fébrile. Donc, le terme fébrile, il est hyper important. Il vient me dire que j'ai plus que juste une neutropénie. J'ai une neutropénie avec une infection. Et là, je n'ai pas les défenses contre cette infection-là. Ça va me prendre des antibiotiques. Les antibiotiques, on va me les donner à l'hôpital, dans une salle où je vais être isolée, et les antibiotiques vont être intraveineux. Et on va se croiser les doigts pour que ça soit suffisamment rapide comme effet pour sauver le patient. Donc, la neutropénie peut tuer nos patients. En prévention, on peut être amené dans certains cas à changer de protocole de chimio, à diminuer la dose de chimiothérapie. C'est bon pour le patient, ça, mais c'est pas bon pour la tumeur, dans le sens où si je change de chimio pour une chimio qui est moins efficace, ma tumeur va grossir. Si je diminue ma quantité de chimiothérapie que je donne, ma tumeur va grossir elle aussi. Le neupogène, excusez, c'est un engrais. C'est un engrais dans le sens où c'est un facteur de croissance. Facteur de croissance, ça va faire pousser mes globules blancs dans ma moelle. C'est bon, mais c'est pas rapide. Ça peut prendre quelques jours avant que j'en ai suffisamment. Donc, espérez pas donner de neupogène à un patient qui est en neutropénie fébrile. Ça n'aura aucun effet. On y en donnera en prévention. Donc, un facteur de croissance. On peut donner aussi en prévention des antibiotiques péros. Donc, il n'y a pas d'infection encore. Il y a eu son traitement de chimio. Je sais que son traitement de chimio fait beaucoup baisser ses globules blancs. Je vais lui donner des antibiotiques en prévention. Faire attention quand même, des antibiotiques en prévention, ça fait quoi? Ça fait une diminution de la flore normale. Diminution de la flore normale vous expose des fois à certaines autres infections. Exemple, c'est difficile à l'hôpital, super facile à attraper. Donc, ça, ce volet-là, neutropénie, il est le plus difficile à gérer et le plus dangereux pour le patient. Nausées, vomissements, on va parler d'émèse. Vous avez des nausées qui sont immédiates dans les 24 premières heures. Vous avez des nausées qui sont retardées. Là, je pensais que ça allait bien. Ça fait une journée que j'ai eu mon traitement de chimio, mon premier. Puis là, je fais « Hourra, hey, moi, je ne serai pas malade. » Une journée et demie plus tard, je me mets à vomir. Donc ça, c'est plate. On a certains médicaments qu'on sait qui sont reconnus pour donner des nausées, vomissements à retardement. On peut donner la médication en prévention. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à 100%, mais quand même, on va prévenir. Et vous avez la nausée d'anticipation reliée à l'anxiété.
elle, on la traite avec des anxiolytiques tout simplement. Donc, chacun des médicaments qu'on donne, on sait à peu près ce qu'on appelle son potentiel émétique, son potentiel de vous faire vomir. Donc, pour un potentiel léger, en prévention, on va donner du stéméthyle et du maxéran. C'est des médicaments qui vont accélérer le transit digestif. C'est des stimulants de la vidange gastrique. Bien, si on stimule votre vidange gastrique, vous allez avoir un transit plus rapide, donc vous allez avoir moins mal au cœur. Potentiel modéré, on a encore le maxéran. On rajoute le Benadryl. Le Benadryl a un effet anti-émétique. Il diminue certaines petites réactions inflammatoires aussi au niveau des tissus, ce qui a un impact sur les nausées, vomissements au niveau du système digestif. Et vous avez le Décadron, qui est de la même classe que par exemple la prénisone, c'est un corticostéroïde, qui va diminuer l'inflammation. Ce qui provoque souvent les nausées, c'est que les antinéoplasiques classiques atteignent les cellules qui sont en division rapide. Et les muqueuses de votre système digestif sont toujours en division rapide. Donc, ils sont les premières à être atteintes avec les cellules de la moelle osseuse. Donc, c'est normal, dans certains cas, d'avoir mal au cœur. Donc, le Décadron va avoir un effet là-dessus. Potentiel sévère, vous avez le Zofran qui est bien aimé, le Critril, l'Anzamètre, il y en a d'autres. Toujours en combinaison, là, regardez les petits plus. À partir de potentiel modéré, c'est des mix de médicaments qu'on donne, donc en combinaison avec le Décadron. Et ça, on donne ces médicaments-là avant de commencer la chimio. Donc, exemple, une demi-heure avant de recevoir mon traitement, je prends ma médication. Même chose pour la nausée d'anticipation. Puis, ces médicaments-là, on va les continuer après aussi. Hein. Pas pour l'anticipation nécessairement, mais pour les autres, dépendamment du potentiel de mon médicament de me rendre malade. Et ça se peut que malgré que j'ai 3-4 médicaments bien puissants pour empêcher la nausée, que malgré tout, j'en ai un peu. Et imaginez si je n'avais pas eu la médication, comment j'aurais été malade. Stomatite mucosite. Stomatite, c'est vraiment juste au niveau de la bouche. C'est une inflammation des muqueuses de la bouche. C'est localisé. Et mucosite, c'est vraiment tout la muqueuse du tractus gastro-intestinal. Le problème des stomatites mucosites, bon, ça fait mal, de un, c'est pas le fun, mais en même temps, ça diminue votre capacité à vous nourrir. Et c'est pas le temps d'arrêter de vous nourrir, parce que si vous arrêtez de vous nourrir, vous allez moins produire de globules blancs, moins produire de globules rouges, de plaquettes. Votre tumeur va juste continuer à dévier vos réserves pour les utiliser. On va s'en aller plus facilement vers la cachexie. Donc, il faut faire très attention à ça. En prévention, on s'assure toujours qu'il n'y a pas, avant la chimiothérapie, que l'hygiène dentaire elle est bonne, qu'on n'a pas de problème de gingivite, de carie dentaire, parce que c'est le temps de faire les réparations avant la chimio. À partir du moment où je commence la chimio, on oublie ça. En prévention, on peut se gargariser avec un mélange, par exemple, de bicarbonate et de sel. Ça stabilise le pH, donc ça, c'est bon. Et vous avez la cryothérapie, qui est très facile. Ça va être, par exemple, de sucer de la glace, donc de laisser fondre de la glace dans sa bouche. Ça diminue l'inflammation au niveau des muqueuses de la bouche. Si la glace vous lève le cœur, souvent, on va suggérer aux patients de faire congeler, par exemple, des raisins ou des fruits, puis de laisser fondre ces fruits-là dans la bouche. En même temps, ça fait un petit apport en glucides. C'est pas mauvais. Localement, on peut faire un gargarisme quand on a la stomatite mucosite avec de la xylocaïne. C'est mélangé avec, par exemple, une solution de glycérine pour que ça soit plus visqueux. Et si je ne suis pas capable de me nourrir, on va aller vers l'hyperalimentation intraveineuse, le HAIV, parce qu'il ne faut pas que je perde de poids rendu là. Donc, habituellement, pour les patients qui sont en chimiothérapie, il y a des nutritionnistes ou des diététiciennes qui vont faire le suivi, qui vont s'assurer qu'ils sont bien alimentés pour s'assurer qu'ils ne perdent pas trop de poids malgré tout. L'alopécie, c'est la perte de cheveux. C'est pas tous les médicaments de chimio qui causent la perte de cheveux, mais on les connaît, ceux qui sont le plus à risque. Taxane, c'en est. Beaucoup utilisé dans les cancers du sein, entre autres. Ça ne survient pas immédiatement. Donc, les gens, souvent, au premier traitement de chimio, vont faire le lendemain « Hey, yes, j'ai encore mes cheveux! »
2 semaines après, zut, je suis en train de toutes les perdre. Donc, ça se produit au nadir. Le nadir, c'est une période dans le temps où on va voir mes globules blancs baisser au maximum. Puis après ça, ils vont remonter. Donc, le nadir, c'est ce point-là. Le point le plus bas où j'ai mes globules blancs là, les plus faibles. Et ça va avec mon alopécie. Donc, on sait à peu près, là, exemple, dans 2 semaines, 3 semaines, je vais perdre mes cheveux. Malheureusement. Fait que soit que je me prépare en faisant raser, ou que j'accepte que je vais les perdre tranquillement, pas vite, puis que je vais me ramasser avec les cheveux comme un épi de maïs. L'extravasation, c'est le produit de chimio qui passe en dehors des veines. Il y en a que c'est pas trop dangereux quand ça fait ça. On va dire qu'ils sont juste irritants. Ça va faire un petit peu d'inflammation, mais ce ne sera pas dramatique. Il y en a par contre qui sont ce qu'on appelle vésicants, donc ils vont faire de la nécrose. Puis la seule façon, ça va être d'aller gratter les tissus qui sont nécrosés, puis des fois, dans certains cas, de faire une plastie pour réparer. Donc, les infirmières savent très bien quel produit elles administrent. Quand c'est vésicant, vous allez voir qu'elles sont très rigoureuses dans l'administration. Ça demande de faire une bonne irrigation des veines avec un soluté avant de donner le médicament, lentement, pas trop rapide, puis après ça, de faire ce qu'on appelle un rinçage. Donc, de donner, par exemple, une demi-heure de soluté intraveineux pour s'assurer que le médicament ne reste pas concentré dans la veine. Il se répartisse bien. Réaction allergique, ça, c'est pas être chanceux. Être allergique à un traitement de chimio qui fonctionne bien comme contre une tumeur. La réaction allergique peut être une réaction de tout ordre. Ça peut être de l'urticaire. Ça, on peut toujours le contrôler avec des antihistaminiques, avec de la cortisone. Ça peut être un choc anaphylactique. Là, c'est qu'on ne peut plus utiliser le médicament. Ça peut être de la température qu'on va faire suite à la prise de médicaments. Donc, réaction fébrile, à faire attention, ce n'est pas dans ce cas-ci une neutropénie fébrile. Donc, c'est vraiment plus une réaction allergique. Donc, il faut changer de médicament dans la plupart des cas. Puis, dans les autres belles réactions, vous avez par exemple la diarrhée. Donc, la diarrhée, c'est secondaire à l'inflammation au niveau de vos muqueuses. C'est ça qui va le causer. Déjà qu'on n'est pas fort sous chimio, si vous avez la diarrhée en plus, ça ne va pas vous aider à prendre des forces. Au niveau chronique, vous avez la cardiotoxicité dont on avait parlé en cardiologie qui peut vous amener à de l'insuffisance cardiaque. C'est doses cumulatives, mais il y a des facteurs de risque qui vont s'ajouter. Votre âge, un patient de 60 ans versus 20 ans, est-ce que vous avez déjà des maladies cardiaques? Donc, il faut vraiment respecter la dose maximale. Et pour ça, ben, il faut avoir tout l'historique du patient, d'où des fois les demandes d'accès à l'information qu'on va faire un petit peu partout dans les centres où le patient a déjà été traité antérieurement pour être sûr qu'on n'a pas dépassé cette dose-là. Neurotoxicité, soit périphérique, soit centrale. Donc, on diminue la dose ou on arrête le traitement. La vincristine, c'en est un médicament qui est neurotoxique. Cystite hémorragique, on peut soit bien hydrater le patient, soit lui donner une molécule qu'on appelle le MESNA qui va inactiver le métabolite qui est toxique pour la vessie. Donc ça se contrôle quand même. Néphrotoxicité avec le cisplatine, c'en est un qui en fait. On hydrate et on met le soluté rapide. Pneumotoxicité avec les bléomycines, c'est une autre catégorie d'antinéoplasiques. Ça aussi, c'est dose cumulative. Recevoir de la chimio vous met à risque de développer des cancers secondaires. Et certains produits de chimio sont difficiles pour votre système au niveau des gonades, donc le risque de stérilité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de congeler du sperme ou de congeler des ovules avant le premier traitement de chimiothérapie. Donc, être capable d'identifier les différents types de toxicité, ça, c'est important. Et de les reconnaître dans les dossiers aussi. Radiothérapie, 2 types de radiothérapie. On va parler de radiothérapie externe. Donc, les rayons proviennent de l'extérieur et vont rentrer à l'intérieur du corps. Puis, on va parler de radiothérapie interne. Dans les radiothérapies internes, le rayon provient de l'intérieur du corps et va vers l'extérieur. Souvent, on va faire une combinaison des deux.
Exemple, cancer au niveau du col de l'utérus. Dans le cancer du col de l'utérus, on peut combiner de la radiothérapie interne, qu'on va dire, exemple, endocavitaire. Donc, on va rentrer, ça ressemble un peu à une espèce de vibrateur pas du tout plaisant, qu'on rentre dans le vagin, qui va libérer de la radiothérapie, puis en même temps, dans le même plan de traitement, on s'entend, on peut aussi faire de la radiothérapie externe. Donc, ça peut être une belle façon de cibler plus précisément une tumeur. Donc, dans les synonymes de radiothérapie interne, vous avez la curithérapie interstitielle qu'on appelle aussi l'endocurithérapie. Donc, on vient mettre des petits tubes qui contiennent de la radiothérapie dans un organe. Ça peut être le sein, ça peut être des organes de l'ORL, exemple la thyroïde par exemple. Ça peut être au niveau du pénis, ça peut être au niveau du canal anal. Pas super le fun. Curithérapie de contact. Donc, soit qu'on descend des sondes dans des cavités, donc par exemple la curithérapie endoluminale, je descends une sonde d'endoscopie dans les bronches, puis je laisse cette sonde-là qui est radioactive un certain laps de temps, libérer sa radioactivité dans les bronches. Donc ça peut être une solution. Puis l'endocavitaire dont je viens de vous parler, là, par exemple pour le vagin. L'unité de mesure pour la radiothérapie, ce sont des grés. Si vous consultez des vieux dossiers, vous allez voir des RAD, R-A-D. Mais la nouvelle unité, ce sont des grés. L'abréviation, c'est GY. Et la radiothérapie, on la fractionne. Donc, vous allez voir dans les plans de traitement, dans les consultations en radio-oncologie, vous allez voir, par exemple, nous recommandons un traitement de 50 grés. Et ce 50 grés-là va être donné à raison de 2 grés par jour, 5 jours semaine, pendant 5 semaines. Donc, on laisse habituellement toujours 2 journées de congé par semaine. Et ça, ben, ça peut se faire en même temps que des cycles de chimiothérapie aussi. La radiothérapie, les effets secondaires, vous en avez, là. Vous avez la grande fatigue, vous avez toutes les brûlures qui peuvent arriver. On a parlé, par exemple, d'œsophagite post-radique. On a parlé d'atteinte de cardiomyopathie post-radique. Donc, dans quelle zone je suis, il y a toujours des risques d'inflammation, de brûlure. Il y a des risques de brûlure aussi au niveau de la peau qui peut arriver. Les tissus qui sont touchés par la radiothérapie vont souvent devenir fibreux, donc peuvent perdre leur fonction. Si je fais de la radiothérapie au niveau du poumon, ben la zone du poumon ne sera plus fonctionnelle par la suite, est morte, est fibreuse. Donc, il y a beaucoup d'effets quand même secondaires à la radiothérapie. Les gens pensent que c'est sans problème, hein? On se couche sur une table, ça dure 2 minutes, puis c'est fini. C'est vrai que c'est pas long, mais c'est fréquent et ça a quand même un grand impact, là. Ça a un grand impact sur les organes qui sont autour aussi. Donc, c'est tout pour le résumé. C'est quand même un long résumé. Dans vos notes, vous avez beaucoup plus de détails par rapport à ça, mais c'est l'information essentielle pour être capable de se débrouiller dans des cas d'oncologie, donc être capable de faire de la codification et de l'analyse de ces cas-là.